mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Jean-Louis Correa, bonjour. Bonjour Baye Omar. C'est encore un immense plaisir de vous accueillir à cette émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir et un honneur de répondre à votre invitation. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes professeur agrégé de droit, vous êtes vice-recteur de l'université numérique, cher Hamidou Kane. Vous êtes également le rapporteur du comité scientifique des Assises nationales de la justice. Alors, première question, Jean-Louis Correa, c'est par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel sur cette loi interprétative, recours déposé par l'opposition. Oui, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs le sens de cette décision? Merci beaucoup, Baye Omar. C'est un plaisir pour moi d'être là et de partager votre émission, qui est une émission extrêmement importante, qui participe à l'éveil des consciences. Oui, pour répondre à votre question, je pense qu'il faudrait que l'on parte de deux choses. Cette décision cherche à préciser deux éléments. D'abord, je reviendrai sur ça. D'abord, la notion de fait se rapportant à des manifestations et la notion de motivation politique, d'une part. D'autre part, la notion de liberté publique et également la notion de droit démocratique. C'est ça. Pourquoi je le rappelle ainsi? La première loi, qui est la loi d'abrogation 2024, la loi d'amnistie 2024-09, est une loi qui dit que sont amnistiés tous les faits durant une période allant du 1er février 2021 au 25 février 2024, tous les faits susceptibles de qualification criminelle, délictuelle, etc., qui se rapportent à des manifestations ou bien à des événements ayant une motivation politique. C'est contre cette décision, contre cette loi de 2024-09, qu'un député, notamment l'honorable député Amadou Ba, a pensé faire adopter une loi interprétative qui viendrait clarifier quoi? Que quelles que soient les possibilités de pardon, on ne saurait pardonner des faits qui n'ont rien à voir avec l'exercice d'une liberté publique ou l'exercice d'un droit démocratique. Que l'amnistie ne pourrait porter que sur des faits qui étaient en rapport avec l'exercice d'une véritable liberté publique ou d'un droit démocratique. Et donc, la première loi qui dit que tout est pardonné, la loi interprétative avait pour objet de dire non, on ne peut pas tout pardonner. Il y a des choses qui sont impardonnables. Et c'est autour de ça que ce débat s'est joué. Et c'est cela justement que le Conseil constitutionnel a tranché. Quel est le champ d'application de l'amnistie? Qu'est-ce qu'on peut amnistier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas amnistier? C'est ce que justement le Conseil constitutionnel a précisé, entre autres, on y reviendra, entre autres, sur cette décision rendue le 23 avril. A-t-il validé ou censuré finalement le Conseil? Le Conseil a censuré, précisé et validé certaines choses. Le Conseil a censuré quoi? Permettez-moi d'être ce que je suis, c'est-à-dire pédagogue. Enseignant. Voilà. Donc, j'aimerais revenir sur un début. La Constitution permet, avant qu'une loi ne soit promulguée par le président de la République, qu'un dixième des députés, le président de l'Assemblée nationale, etc., puissent déférer cette loi en contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle le contrôle par voie d'action. C'est ce qui s'est fait en l'occurrence. Que demandaient ces requérants? Ils demandaient que la loi
2025-08, votée par l'Assemblée nationale le 2 avril 2025, que cette loi soit déclarée contraire à la Constitution du Sénégal. C'est ce qu'il demandait. Oui. Pour éviter cela, l'État du Sénégal, représenté par l'agent judiciaire, l'Assemblée nationale, ont d'abord dit deux choses. Premièrement, le Conseil n'est pas compétent s'agissant d'une loi interprétative qui s'intègre à l'ancienne loi qu'elle est censée interpréter et qui n'apporte rien de neuf. Donc, sur la compétence, la Cour a dit « je suis compétent ». Le Conseil. Le Conseil, quand je dis Cour, comprenez que je pense au Conseil. Bien sûr. Le Conseil a dit je suis compétent parce que la Constitution qui me donne cette compétence ne distingue pas selon le type de loi dont je peux assurer le contrôle. Donc la Cour dit, pour une loi interprétative, je suis compétent. Deuxième élément, l'État du Sénégal et l'Assemblée nationale vont dire la requête n'est pas recevable. Et là également, le Conseil dit la requête est recevable, bien que n'ayant pas été signée par quelques députés, elle est signée par suffisamment de députés pour que la requête soit valable. Donc, sur le rejet de la requête par l'État du Sénégal, sur le fondement de l'incompétence de la Cour a rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête, au fondement notamment que certains députés qui ont signé, qui sont membres du groupe de députés requérants, certains d'entre eux n'ont pas signé. Là également, le Conseil dit, c'est pas parce que certains n'ont pas signé que la requête est irrecevable, donc je continue mon office. Et quand le Conseil du moins continue, la première chose que le Conseil va faire, c'est aller maintenant dans le fond. Voilà. Et dans le fond, le Conseil va amener deux questions, notamment la question posée par l'article 1er en son alinéa 1er de la loi 2025-09. C'est de dire, est-ce que ce premier alinéa-là, il est conforme à la Constitution? Parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Le Conseil fait essentiellement deux choses. C'est de vérifier l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi 2025-09. Le Conseil n'a aucunement mentionné l'article 2 de la loi 2025-09, dite loi interprétative. Le Conseil n'en parle pas. On verra après quelles sont les conséquences qui peuvent s'attacher à cela, mais le Conseil ne parle pas de cette considération. Donc, le débat qui se posait relativement à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi attaquée, c'était de savoir est-ce qu'une loi peut être considérée comme interprétative lorsqu'elle vient ajouter, lorsqu'elle vient modifier le contenu de la loi qu'elle est censée... Le Conseil tranche et dit le non. Conseil tranche et dit non, c'est et pas dit conforme. Ce n'est pas une loi interprétative parce qu'elle vient justement modifier la loi en restreignant son champ d'application. Donc, on passe maintenant à ce champ d'application. Ce champ d'application, c'est quoi? Et c'est là où les notions que j'évoquais tout à l'heure sont importantes. C'est-à-dire les faits qui sont relatifs à des manifestations ou ayant une motivation politique, d'une part, les faits qui ont été commis et se rapportant à l'exercice d'une liberté publique ou à l'exercice d'un droit démocratique. Il fallait maintenant préciser. Avant cela, l'autre élément qui est soulevé également par les requérants, c'est de dire, parce que votre loi n'est pas interprétative, elle pose un problème d'intelligibilité, d'accessibilité et de sécurité juridique. Là, la Cour répond, mais en rejetant la demande des requérants, et là, la Cour donne raison à l'État du Sénégal en disant, ce n'est pas parce que des faits ont été retranchés, etc., que l'on va considérer que cette loi est inintelligible. Donc, la question de l'inintelligibilité et de l'inaccessibilité de la loi, ça a été rejeté par également le Conseil constitutionnel. Donc, pour le Conseil constitutionnel, la loi 2024 qui porte sur l'amnistie, son champ d'application est clair. Parce que cette loi
se rapporte à tous les faits portant sur des manifestations, indifféremment du fait qu'il s'agisse... Pour une période précise. Pour une période du 1er février 2021 à 25 février 2024. Donc, la Cour estime que le champ de cette loi est clair. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec le champ de cette loi. Ça veut dire que c'est de dire que tous les faits durant cette période qui portent sur des manifestations ou sur une motivation politique, que c'est pardonné, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais la Cour dit que ça, c'est suffisamment clair. Par contre, la deuxième chose que dit la Cour, et là, j'aimerais en arriver en faisant une petite économie de raisonnement à ce que la Cour amène comme nouveauté. Donc, à me résumer, nous avons sur la question de la loi d'interprétation, la Cour qui dit que ce n'est pas une loi interprétative. La question de l'intelligibilité, la Cour qui dit non, ça va, il n'y a pas de problème d'intelligibilité de cette loi. La Cour redit une autre chose, c'est la question que la loi interprétative viole le principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. En quoi? En quoi? Parce que la loi 2025-09, dite loi interprétative, restreint le champ d'application de la loi qu'elle est censée interpréter. En quoi? En quoi? Parce que, je m'explique, la loi de 2024 dit tous les faits en rapport avec une manifestation ou ayant une motivation politique sont amnistiés. Mais la loi interprétative dit l'amnistie ne concerne que les faits qui se rapportent à l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Ça veut dire que si vous commettez des faits qui n'ont rien à voir avec l'exercice d'une liberté publique, c'est-à-dire liberté de manifester, d'aller et de venir, etc., qui n'a rien à voir avec l'exercice d'une liberté publique, qui n'a rien à voir avec l'exercice d'un droit démocratique. Ces faits doivent sortir de l'amnistie. Et comment on les appelle? C'est justement les faits et les actes que l'on a appelés imprescriptibles. Et là, la Cour, le Conseil, excusez-moi, va avoir recours au droit international en disant, selon nos engagements internationaux dans le système des Nations Unies, nos engagements dans le cadre de l'Union africaine, il y a des actes de torture, de barbarie, traitement inhumain et dégradant qu'une loi d'amnistie ne saurait couvrir. Premièrement. Deuxièmement, bien qu'ayant accepté et reconnu le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères comme s'opposant à cette loi d'amnistie, la Cour rappelle que malgré l'importance et la valeur constitutionnelle de ce principe, lorsqu'il y a des faits et des actes qui sont imprescriptibles, c'est la loi pénale plus sévère, ce principe-là, ne peut pas s'opposer à la poursuite de ces faits. Imprescriptible, ça veut dire que le temps n'a aucun effet sur la possibilité de poursuivre d'intenter des actions. Alors, voilà qui est clair. Vous êtes revenu sur la composition, vous êtes également revenu sur la compétence et également sur la recevabilité. Et en dernier lieu, sur la conformité à la Constitution de l'alinéa de l'article 1er de la loi qui a été attaquée. Alors, oui, finalement, quelle est sa portée, cette décision du Conseil constitutionnel? Cette décision, pour moi, a une portée majeure. Elle a une portée majeure parce que je reviendrai tout à l'heure sur les deux considérants 30 et 31. C'est important. C'est extrêmement important parce que j'ai commencé par cette distinction du champ d'application de l'amnistie. Parce que tout est question, et c'est l'une des portées de cette décision, de la définition de qu'est-ce qu'on peut amnistier et qu'est-ce qu'on ne peut pas amnistier. Et c'est tout le débat ici. Exact.
La première loi dit on peut presque tout amnistier. La deuxième dit non. Quand même, quand c'est pas dans le cadre du droit et de la liberté que l'individu a, que l'individu fait, excusez-moi, n'importe quoi et on l'amnistie, on dit non. Le considérant 30 dit, et c'est important de le rappeler, dans la loi, on a l'impression, dans la loi interprétative, que le législateur dit on n'amnistie que les faits en lien avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. C'est ce que semble dire la loi. On n'amnistie que les faits qui sont en lien avec. Le Conseil constitutionnel répond en disant vous ne pouvez pas dire ça. Et c'est ça les considérants 30 et 31. La Cour dit non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'on amnistie que les faits, etc., qui sont en rapport avec l'exercice d'une liberté publique et d'un droit démocratique. Ces faits qui sont en rapport avec l'exercice d'une liberté publique, avec l'exercice d'un droit démocratique, mais peuvent également être constitutifs de violation d'une liberté fondamentale. Là, le Conseil dit, dans votre loi, votre alinéa 2 viole également ce principe de droit imprescriptible parce que vous dites que on ne peut amnistier que les crimes, délits qui sont en rapport avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. La Cour semble leur dire il y a des faits imprescriptibles. Il y a des faits qui sont imprescriptibles, qu'ils aient été commis justement durant une manifestation ou ayant un rapport avec des motivations politiques ou qu'ils aient été en rapport avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Vous voyez, donc la première borne, c'est quoi? C'est de dire manifestation, motivation politique, on amnistie. La deuxième borne, c'est de dire oui, mais on ne saurait amnistier que lorsque vous êtes dans le cadre de l'exercice d'une liberté publique ou l'exercice d'un droit démocratique. La Cour dit, quelle qu'ait été la situation. Dans les deux cas, il vous faut respecter les droits de l'individu. Ça veut dire quoi comme enseignement? Et j'en viens à la question véritablement que vous me posez. Souvent, les constitutionnalistes, par exemple le professeur Abdelkhad Diop, va dire que notre constitution est orientée pouvoir, mais n'est pas suffisamment orientée droits fondamentaux. Avec cette décision, la Cour, le Conseil s'oriente vers la consécration et la protection des droits fondamentaux. Et va faire quelque chose que j'appelle la consolidation du bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, ce sont l'ensemble de ces principes, de ces normes qui, avec la Constitution, en même temps que la Constitution, aident le juge à opérer le contrôle de constitutionnalité. Et ici, dans le bloc de constitutionnalité de la Constitution, vous avez tous les instruments internationaux que le législateur cite dans le préambule, qui ont une valeur constitutionnelle. Donc ici, le juge consolide le bloc de constitutionnalité. En quoi faisant? En disant quelle qu'ait été la volonté que vous poursuivez dans une entreprise de pardon général, vous ne pouvez pas dire qu'on ne pardonne que ceux qui étaient dans l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Vous ne pouvez pas également dire, parce que dans les deux cas, il y a un autre. Donc, contrairement à la loi Ezzan, où le Conseil constitutionnel en 2005 disait il appartient au législateur de définir presque de façon illimitée le champ d'application de l'amnistie. Avec maintenant ce nouveau texte-là, avec cette décision-là, la Cour dit le champ d'application de l'amnistie exclut de pouvoir amnistier des faits qui sont imprescriptibles selon le droit international.
Maintenant, il y a deux éléments sur lesquels on peut discuter. Oui. Parce que quand la Cour renvoie au droit international et les faits qui sont punissables selon le droit international, Oui. il ne peut pas, à mon avis, parler d'assassinat et de meurtre. Le meurtre qui intéresse le droit international, c'est lorsqu'il atteint une certaine proportion, lorsqu'il est systématique. L'assassinat également qui intéresse le droit international, mais lorsque ça prend une certaine proportion de génocide, etc. Donc, il y a, à mon sens, de ce point de vue, une légère confusion. Torture, crime de guerre, crime de génocide, traitement inhumain, dégradant, etc. Oui, cela intéresse le droit international, protégé par le droit international dans le cadre du jus cogens. Mais tout ce qui est crime, assassinat, pour moi, cela pose une petite difficulté. Alors, donc, pour aller rapidement par rapport à la portée, l'autre élément, c'est que la Cour précise c'est quoi une loi interprétative. Ça également, pour nos étudiants de droit, c'est une excellente chose parce qu'on nous posait tout le temps la question, c'est quoi une loi interprétative? La Cour dit que c'est une loi qui précise lorsque ce n'est pas clair, lorsque c'est ambigu, mais qui n'est pas là pour modifier, pour changer. Oui, on reviendra sur le fait que cette loi interprétative, en quoi peut-elle poser problème, mais d'abord sur la portée, avant de revenir sur cette question. La Cour déclare, le Conseil déclare que les droits imprescriptibles doivent être toujours respectés. Et ça, c'est quitter un peu une constitution orientée pouvoir, parce que nous sommes toujours dans les relations entre les institutions, la séparation des pouvoirs, l'équilibre, et moins dans la préservation et la protection et la promotion des droits fondamentaux. Ce que fait la Cour dans ses décisions. Et en même temps, elle circonscrit le champ d'application de la loi d'amnistie. La Cour circonscrit ça parfaitement, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Et rappelle aussi le champ d'application de ce principe à valeur constitutionnelle qui est la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Oui, maintenant, en quoi une loi interprétative peut-elle poser problème? En principe, une loi interprétative, si elle n'est qu'interprétative, donc s'intégrant parfaitement à la loi qu'elle est censée interpréter, ne devrait pas poser de problème. Mais la question elle est posée, en quoi peut-elle poser problème au regard du principe de la non-rétroactivité? Elle pose problème, elle peut poser problème si elle vient modifier le champ d'application de la première loi qu'elle est censée préciser. Et c'est justement le motif de censure du Conseil constitutionnel, en disant, attention, votre loi interprétative, en venant dire que l'amnistie ne peut porter que sur les faits relatifs à une liberté publique, se rapportant à une liberté publique ou à l'exercice d'un droit démocratique, vous restreignez le champ d'application de la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie était plus longue. Des poursuites ont été démarrées, étaient plus ouvertes, je veux dire. Des poursuites ont été lancées, etc. La loi nouvelle interprétative, loi nouvelle, je retire, la loi interprétative vient restreindre le champ d'application de cette première, de la loi d'amnistie. Donc, rien qu'en restreignant, elle devient plus sévère. Est-ce que je... Oui, bien sûr. Voilà, rien qu'en restreignant, en disant, avant c'était un peu tout le monde, maintenant c'est de dire c'est que ces personnes-là. Le caractère réducteur. Réducteur. Donc, on restreint le champ d'application de la loi et on veut que cette loi s'applique à des personnes à qui on avait dit au départ que c'est bon, on a pardonné, on a oublié, on avance. Maintenant, ces personnes-là, on leur dit, ah non, non, non. Vous qui n'êtes pas dans l'exercice d'une liberté publique, vous qui n'êtes pas dans l'exercice d'un droit démocratique, on peut aller maintenant vous chercher. Ça veut dire quoi concrètement, Bayoumar? Ça veut dire que tout ce qui était dans des manifestations de partis politiques, que ce soit le parti au pouvoir, le parti d'opposition, qui ont commis des troubles à l'ordre public, qui ont saccagé, qui ont brûlé, qui ont lancé des pierres, qui ont brûlé des pneus, ces personnes-là, on ne peut pas les poursuivre. C'est ce que disait... cette loi interprétative. Voilà. C'est ce que dit la loi interprétative. Donc, ces personnes-là sont tirées d'affaire. Il faut dire les choses clairement. C'est clair. Par contre, toutes les autres personnes,
que l'on peut identifier comme ayant, durant cette même période, commis des actes qui sont, du point de vue du droit international, impardonnables, comme la torture, comme ce qu'on peut qualifier de crime, etc. Encore que sur crime, voilà, et meurtre, j'ai encore des doutes. Mais en tout cas, tout ce qui est torture, traitement inhumain, dégradant, etc., il y a plus d'unanimité sur le droit international relatif à ces questions. Toutes les personnes qui peuvent être convaincues ou soupçonnées de torture, de traitement inhumain et dégradant, toutes ces personnes-là devraient maintenant, à partir de là, répondre. C'est clair maintenant. C'est clair. Au regard de cette décision. Oui, c'est clair au regard de la décision. Oui. Même si le Conseil constitutionnel le dit subrepticement aux considérants 30 et 31, en reprochant aux défendeurs, c'est-à-dire à l'État du Sénégal, d'avoir mal formulé son besoin de circonscription du champ d'application de la loi. C'est ce que le Conseil reproche à l'État aux considérants 30 et 31, en disant il y a des faits imprescriptibles, même s'ils ont été commis dans le cadre de l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, il y a toujours ces faits imprescriptibles. Donc c'est ça qu'on le reproche. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire porter toujours que le Conseil constitutionnel déclare effectivement que la loi 2025, dite loi interprétative, est contraire en son article 1er à la Constitution. Mais le Conseil dit également qu'on ne saurait accepter une amnistie pour des faits imprescriptibles. C'est les deux enseignements qu'on. Donc la loi en son article 1er est contraire à la Constitution, premièrement. Deuxièmement, une loi d'amnistie ne saurait porter sur des faits imprescriptibles au sens du droit international. Oui, appelé à trancher une telle divergence, aujourd'hui, vous renseigne quoi, vous, en tant qu'observateur? Quelles leçons devrait-on en tirer? Je pense qu'on est en face à ce niveau, à ce stade. On est en face d'une décision de laquelle on peut tirer beaucoup d'enseignements. On est habitué à, lorsqu'on va voir le juge, on est habitué à ce que les juges tranchent le litige. Et quand on tranche, chacun veut sortir du tribunal nanti de sa vérité, de sa victoire. Si vous regardez l'opinion, il y a eu une bataille de qui a gagné. Qui a perdu. Qui a perdu. Je pense qu'il nous faut changer notre conception et notre rapport au Conseil constitutionnel. On demande beaucoup que l'on passe d'un conseil à une cour. J'ai l'impression que sur cette décision-là, la cour, le conseil, excusez-moi, nous apprend des leçons de sagesse. Lesquelles on n'a pas besoin, lorsqu'on vient voir l'arbitre, que l'arbitre tranche en faveur d'un tel ou d'un tel. Je vous ai dit que le Conseil a dit que la loi, en son article 1er, est contraire à la Constitution, mais qu'il y a des faits qui sont imprescriptibles, qu'on ne peut pas pardonner. Couper la poire en deux. Couper la poire. Cela veut dire quoi? C'est une décision qui satisfait le requérant, c'est une décision qui satisfait le défendeur, et c'est même une décision qui satisfait la société civile. Donc cela veut dire que tout le monde est satisfait, et c'est ça le rôle du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire exercer ce qu'on appelle son pouvoir régulateur. Oumar, la société sénégalaise est suffisamment clivée depuis quelque temps, où on a une difficulté entre les acteurs de dialoguer sereinement. Et ce que a fait le Conseil constitutionnel, c'est quelque part une invite au dialogue. C'est-à-dire, je ne tranche pas un litige, je viens avec sagesse, je viens avec tempérance, arbitrer entre divers intérêts, et je me saisis même de questions que l'on ne m'a pas posées pour justement aider à réguler l'espace social. Parce que le juge constitutionnel,
est un juge politique. Il est un juge politique dans le sens où il arbitre entre des intérêts politiques divergents. Et là, le pouvoir régulateur que l'on attend d'une cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel commence à mettre cela en œuvre. C'est pourquoi vous voyez une décision qui semble contenter tout le monde. Et cela, il faut le mettre au crédit du Conseil constitutionnel, au crédit des sages qui justement ont fait ici preuve de sagesse en montrant en quoi un conseil peut participer à la régulation de l'espace social. Et je pense que les politiques doivent en prendre de la graine pour voir comment régler leurs contradictions par la tempérance, par la sagesse, et ne pas attendre du juge qu'il leur enseigne, comme c'est le cas ici, cette leçon de sagesse. Alors, le juge à l'écoute des mutations, à l'écoute aussi de son peuple pour en tirer les conséquences de droit. Finalement, Jean-Louis Correa, cette décision marque-t-elle une évolution dans la jurisprudence du Conseil, surtout sur la séparation des pouvoirs? Je pense que cette décision renforce l'état de droit. Parce que l'état de droit, en définitive, c'est la situation dans laquelle tous les acteurs font confiance à l'arbitre qui est le juge. Et une fois que le juge a parlé, a décidé, nous devons tous nous plier à la décision du juge. C'est clair. Et cette décision renforce l'état de droit parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une décision qui cherche à unifier, qui cherche à rassembler. Et là, c'est clair, vous avez un parlementaire qui fait une proposition de loi, vous avez un vote à l'Assemblée nationale, et vous avez cette possibilité laissée à un dixième des députés de saisir le Conseil avant promulgation pour que ce dernier se prononce sur la conformité de la loi. Donc, tout le système démocratique, en tout cas institutionnel, a fonctionné. Mais la démocratie, c'est aussi la concordance. La démocratie, c'est aussi le dialogue. Et je pense que de ce point de vue, nous devons encore faire des efforts dans la recherche de la concordance. Et lorsque j'ai lu à tête reposée la décision du Conseil constitutionnel, j'ai vu cet appel à la concordance, cet appel au dialogue, cet appel à la sagesse que les juges du Conseil constitutionnel nous lancent. Et toujours dans cette même dynamique, pensez-vous que cette décision va avoir des conséquences sur les équilibres entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires? Oui, il y a un déséquilibre en faveur de l'exécutif dans cette fameuse séparation des pouvoirs qui, sous nos espaces, n'est souvent que de nom. Il faut que la justice puisse faire encore plus d'efforts dans la place qu'elle doit occuper dans ce triangle. Et je pense que l'élément confiance, c'est-à-dire la capacité que les citoyens ont d'accepter les décisions des juges, cela a à voir avec la confiance qu'inspire justement le pouvoir judiciaire. Je pense que des décisions comme celle du 23 avril participent immanquablement à ce renforcement de l'équilibre entre les différents pouvoirs. Alors, revenons sur cette loi d'amnistie. Je vous parlais de cette loi d'amnistie initiale. Était-elle déjà source de controverse? Cette interprétation aggrave-t-elle la situation? Cette loi d'amnistie était une loi d'amnistie dont le champ d'application était très large. Je dis était, je ne devrais pas le dire parce que c'est une loi qui est encore en vigueur. Donc, est une loi dont le champ d'application est très large. La difficulté qui se pose est de savoir, est-ce que l'on a tout pardonné? Est-ce que l'on est capable de tout pardonner? Visiblement, non. Il y a des choses qui se sont passées dans ce pays, il faut que l'on sache. Et c'est légitime. Et c'est légitime, c'est normal. Pas forcément pour sanctionner, mais au moins pour que cela ne se reproduise plus. Et c'est pourquoi il est important, Omar, de revenir sur les ressorts de la justice dans nos espaces africains. C'est important. C'est extrêmement important de parler des ressorts de la justice dans
dans nos espaces négro-africains, parce que il y est question de savoir quel est le niveau satisfactoire des procédures judiciaires que nous engageons. Est-ce que la procédure que nous engageons satisfait le citoyen? Son sentiment de justice et sa soif de justice sont-ils satisfaits avec les procédures que nous engageons? C'est une question peut-être anthropologique, mais c'est une question qui mérite, véritablement réponse, qui mérite en tout cas réflexion, pour qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait. Et la problématique de l'amnistie pose ce débat-là. Le débat, quelle forme de justice satisfait le besoin de justice? Est-ce que c'est cette justice-là qui est punitive? Ou bien est-ce qu'on ne va pas aller vers des formes de justice plus alternatives, des justices transitionnelles qui permettraient aux personnes à qui l'on reproche certains faits de pouvoir, devant la société, être en capacité d'expier leurs fautes, de dire leur mal, que la société puisse savoir que Massamba Mademba avait fait telle chose. Et cette dimension honneur que nous avons quand même dans nos sociétés négro-africaines, cette dimension honneur, pour moi, permet d'empêcher les possibilités de récidive. Et il faut réfléchir à cette forme de justice transitionnelle, parce que, regardez, Bayomar, actuellement, nous sommes devant une impasse. La loi d'amnistie de 2024, on ne peut pas l'abroger techniquement. On ne peut pas, techniquement, on ne peut pas abroger cette loi. Et il y a un besoin de justice qui est exprimé. Comment on fait pour satisfaire ce besoin de justice? Je pense qu'il faut... C'est là où la justice transitionnelle a son place. Toute sa place. Il ne s'agit pas seulement de poursuivre des infractions et d'appliquer des dispositions pénales. Il s'agit également d'une justice qui permet, une justice expiatoire, qui permet aux personnes de parler, de dire ce qu'ils ont dans le cœur, et s'il le faut, de demander pardon. Nous avons des exemples. La Gambie l'a fait. Le TRC gambien l'a fait. Nos amis guinéens l'ont fait, même si la forme peut être un peu décriée, parce que par moments, c'était un peu en dehors des canons du tribunal. Soit on fait la procédure classique, tribunal avec le respect des canons, soit on fait autre chose. Mais je pense que l'Afrique du Sud également a fait la même chose. On a des exemples. Pour à la fois poursuivre pénalement ce que l'on doit poursuivre, mais également mettre le holà sur certaines choses en disant plus jamais ça, et pour que ces choses ne se reproduisent pas, il faut que l'on comprenne quels sont les ressorts qui faisaient agir ces personnes. Alors, avant de boucler cette première partie sur cette décision du Conseil constitutionnel, certains considèrent cette loi comme un outil politique. Est-ce une dérive ou un usage légitime du droit d'amnistie? Là, cette question est un peu difficile pour moi. Il est vrai que l'amnistie permet justement de, passez-moi l'expression, de remettre les compteurs à zéro. Mais quel compteur? Encore une fois, je salue la décision du Conseil qui nous aide à circonscrire les choses. Le champ, oui. On peut, à la limite, presque tout se pardonner, mais il y a des limites infranchissables. Pour faire société, il faut se parler, il faut discuter, il faut échanger, il faut, lorsque l'on a commis des fautes, les accepter. Il y a des sociétés, je peux citer ici l'exemple du Japon. Au Japon, le sens élevé de l'honneur fait que lorsque vous avez un comportement en marge de la normalité sociale, vous-même vous mettez justement à côté de cette société. Vous sortez vous-même de la société. Donc, il me semble que de ce point de vue, il y a des éléments de réflexion encore à avoir. Mais la loi d'amnistie en tant que telle est une bonne chose. Lorsque la société est d'accord pour pardonner et avancer, il faut le faire, mais l'abus c'est quoi?
c'est de vouloir effacer sans comprendre. C'est de vouloir effacer sans pardonner. C'est de vouloir effacer sans discuter, de vouloir effacer sans échanger. Il faut parler, il faut échanger. Il ne faut pas que la justice soit un glaive qui s'abat sur les gens sans que la société ne comprenne les germes qui avaient poussé et qui ont permis que ce qui s'est passé se passe, peuvent encore revenir, fleurir et faire en sorte que les gens reconduisent les mêmes. Et au finish, quel message une telle décision envoie aux victimes et que peuvent en faire les victimes? Ce que peuvent faire les victimes, vous sentez avoir été victime de torture. Oui. Le conseil vient de dire que vous qui êtes victime de torture, la loi d'amnistie ne couvre pas le potentiel auteur. Vous pouvez le poursuivre. Vous qui dites que vous avez été victime de traitements inhumains et dégradants, vous pouvez le poursuivre. On n'est plus dans une situation où tous les faits en rapport avec une manifestation, une motivation politique sont pardonnés. Il y a des faits qui ne sont pas pardonnables et vous pouvez continuer à poursuivre ces faits-là. Donc je pense que... C'est la victoire des victimes finalement. C'est la victoire des victimes, mais c'est également une victoire pour tous ceux qui étaient dans des manifestations vraiment politiques, qui ont été à un moment mis en prison, mais qui maintenant sont sortis. Et si cette loi peut-être était passée, peut-être qu'on aurait dû les remettre en prison. Voilà, donc, c'est clair. Ça permet à certains d'être apaisés. Ça permet à d'autres qui ont une volonté et un besoin de justice de pouvoir satisfaire leurs besoins de justice. Alors, une question. L'amnistie, quand elle est rétroactive, est-ce qu'elle ne peut pas fragiliser l'état de droit? C'est ce que la Cour, ou le Conseil du moins, n'a pas voulu permettre avec la loi interprétative. C'est ce que la Cour, le Conseil n'a pas voulu permettre en disant une loi d'amnistie qui vient modifier le champ d'application de la... une loi interprétative. C'est ce que le Conseil a rappelé d'ailleurs. Voilà, une loi interprétative ne peut pas être rétroactive. Voilà, qui vient modifier le champ d'application de la loi qu'il est censé éclairer. Cette loi-là pose un problème pour les libertés des citoyens. Parce que vous ne pouvez être poursuivi que pour des faits qui étaient au moment où vous les commettez une infraction. Donc, ce n'était pas une infraction au moment où vous les commettez. Cette loi est une loi qui met en danger les droits et les libertés qui sont les droits et libertés fondamentaux de la personne. Et dire donc que cette décision pourrait créer un précédent dangereux pour d'autres lois dites sensibles. Oui, il faut... en tout cas, ce qu'il faut retenir pour ma part, c'est que cette décision vient renforcer les droits fondamentaux du citoyen, vient préciser le champ d'application de la loi d'amnistie, vient dire également c'est quoi une loi interprétative, etc. Donc c'est une décision qui apporte beaucoup de précision et qui, parce qu'elle apporte ces précisions, parce que le Conseil constitutionnel a décidé d'exercer son pouvoir régulateur, c'est une décision qui satisfait un peu tout le monde, le pouvoir, l'opposition, la société civile. Tout le monde semble être satisfait par cette décision, parce que c'est une décision qui est sage, qui apaise. Maintenant, il y a des interrogations qui subsistent. C'est la question de savoir, lorsque le Conseil est saisi pour déclarer contraire à la Constitution une loi, le Conseil décide de déclarer contraire à la Constitution un article de cette loi et ne déclare pas contraire le deuxième article, est-ce que cette loi va toujours subsister? C'est une question que l'on se pose. Je n'ai pas de réponse. Mais je pense que pour un principe d'ordre, il serait bon que le législateur propose une nouvelle loi interprétative. Une nouvelle loi interprétative... Dans quel sens? Qui vient s'arroger la précision faite sur le champ d'application. Qui vient préciser
comme le Conseil a déjà dit c'est quoi le champ d'application. Oui. Donc l'article 1er de cette nouvelle loi viendrait reprendre justement ce que le Conseil a dit. Mais comme l'article 2 de cette loi interprétative n'a pas été déclaré contraire par la Constitution. Il faut que ce soit la Constitution dit expressis verbis, je déclare contraire à la Constitution l'article 1er de la loi. Le Conseil constitutionnel a bien vu l'article 2. Oui. Il a été saisi sur la totalité du texte et a décidé de paralyser les effets de l'article 1er. Le Conseil a fait quelque chose d'autre parce que dans le deuxième temps, quand il s'intéresse à l'alinéa 2, personne ne l'y a invité. Il a statué, comme on dit, ultra petita. Lui-même a dit, ma loi organique me permet. Lorsqu'une question m'est posée et que je vois qu'il y a une autre question de constitutionnalité, la loi me permet d'en parler. Et c'est ce que le Conseil fait. Donc, si le Conseil voulait parler de l'article 2 de la loi interprétative, je suppose que le Conseil l'aurait fait librement, comme il l'a fait pour l'alinéa 2 de l'article 1er. Donc, le Conseil ne l'a pas fait. Mais si on dit, le Conseil n'ayant pas annulé, je retire, n'ayant pas déclaré contraire, parce que ce n'est pas une question d'annulation. J'entends les gens parler d'annulation. Ce n'est pas une question d'annulation. C'est déclaré contraire à la Constitution. Non conforme. Non conforme à la Constitution. Ce n'est pas une annulation. Donc, l'alinéa, l'article 2 subsiste. Mais comme je disais, pour un principe d'ordre, il serait bon que l'on ait une nouvelle loi qui vient préciser le sens de l'article 1er de la loi de 2024 et qui récupère, passez-moi l'expression, l'article 2 de la loi de 2025. Pour être complet. Parce que l'article 2 de la loi de 2025 porte sur la possibilité de réparer le préjudice subi par les victimes. Si on le laisse comme ça, ce n'est pas ordonné que de laisser un article 2 subsister dans un article 1er déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. C'est quand même le Conseil constitutionnel. Si nos étudiants veulent chercher la loi, ils vont chercher une loi dont l'article 1er a été déclaré non conforme, l'article 2, le mutisme du Conseil constitutionnel sur tout le monde ergote pour dire ce mutisme, quelle est la conséquence. Pour moi, il faut une nouvelle loi interprétative, encore une fois, qui prend la précision faite sur le champ d'application de la loi d'amnistie et un article 2 qui n'a pas été déclaré non conforme à la Constitution pour maintenant préciser clairement, sans aucune ambiguïté, le champ d'application de l'amnistie au Sénégal et, deuxième article, la possibilité de réparer les préjudices subis par les victimes. C'est ce petit point d'interrogation qui reste et c'est une question de procédure, de légistique, etc. Et je pense que c'est également une préoccupation d'ordre pour ma part qu'il faudrait réparer en ne laissant pas subsister un article 2 d'une loi dont l'article 1er a été déclaré non conforme à la Constitution. Voilà qui est clair, précis. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Jean-Louis Correa. Jean-Louis Correa est vice-recteur de l'université Cheikh Hamidou Kane. Vous êtes également le rapporteur national des assises, le rapporteur du comité scientifique des assises nationales. Venons-en d'ailleurs à l'état de droit, à la justice et à la démocratie. Aujourd'hui, avec la reddition des comptes, vous avez suivi les débats avec les nombreuses arrestations, les interpellations, mais surtout le cautionnement aujourd'hui. À une échelle telle que cela peut poser justement équation aujourd'hui. Jean-Luc Correa, quand vous entendez les cautionnements en certains seuils, 150 millions, 250 millions, cela ne vous paraît pas sujet à réflexion? Que pouvons-nous en retenir? C'est quoi le cautionnement? Le cautionnement est une pratique légale qui est prévue par le Code de procédure pénale et qui permet à une personne à qui l'on reproche une infraction liée aux deniers publics. On peut penser ici au détournement de deniers publics, on peut penser également à la question de l'escroquerie relative aux deniers publics, etc. Donc, une personne à qui l'on reproche une infraction liée aux deniers publics, de pouvoir donner une somme en garantie
en attendant que le juge poursuive la procédure. Oui. Et finalement, quand la somme dépasse 1 million, parce que pour rappeler à nos auditeurs qu'il s'agit justement du rapport Covid-19 Oui. en l'espèce. Aujourd'hui, que dit la loi concrètement lorsque la somme dépasse 1 million? En fait, ce que dit la loi, c'est que lorsqu'il s'agit d'une infraction se rapportant aux deniers publics, Oui. lorsque la somme réclamée dépasse 1 million, la détention est obligatoire. Maintenant, la loi prévoit aussi la possibilité pour la personne à qui des deniers publics sont réclamés de cautionner à hauteur du montant qui lui est réclamé. Du montant. Du montant qui lui est réclamé. On vous réclame 150 millions. Si vous avez la possibilité de cautionner les 150 millions, le juge a la possibilité de vous laisser partir. Quand je dis le juge, je parle du juge d'instruction. Oui. Le juge d'instruction a la possibilité de vous laisser partir ou de ne pas vous laisser partir. Quand je dis laisser partir, c'est la liberté provisoire. Parce que lorsque le montant dépasse 1 million de francs CFA, il est obligé, le procureur va requérir, ouvrir une information judiciaire et requérir le mandat de dépôt au juge d'instruction. Donc le juge d'instruction qui vous écoute, on vous réclame 50 millions, vous dites, monsieur le juge, je ne suis pas coupable de ce qu'on me reproche, j'ai la possibilité de justifier, etc. Si je ne pose aucun problème relativement aux garanties de représentation, relativement à mon absence ou mon impossibilité d'effacer des éléments de preuve, ou bien de désorganiser ou de perturber votre enquête, je demande que je consigne la somme que vous réclamez, elle est là. Vous me laissez repartir chez moi. Maintenant, à la fin de votre enquête, si vous voyez que je suis coupable, l'État a le droit de confisquer le montant. Par contre, si vous voyez que je n'ai rien fait, vous me retournez mon argent. Mais est-ce que vous suivez le débat en cours? Oui. Lorsqu'on cautionne à hauteur d'une centaine de millions, est-ce que selon vous, ce n'est pas un début d'aveu? Bon, en principe, selon la procédure que je viens d'écrire, ce n'est pas un aveu. Par contre, ça peut interroger sur une autre infraction qui est proche des infractions liées à l'enrichissement illicite. Oui. Mais je dois vite dire que l'enrichissement illicite, comme vous le savez, est soumise à une procédure de mise en demeure. Non. Mais la mise en demeure depuis la loi 2024-06 est du ressort et de la compétence de l'OFNAC. Oui. Donc, lorsque quelqu'un vient, un fonctionnaire, cautionner 150 millions, on pourrait, sur le fondement de l'enrichissement illicite, voir est-ce que les montants qu'il détient, les biens qu'il a, etc., sont en rapport avec les revenus de fonctionnaires. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut réfléchir. Mais ce que je peux dire sur la question du cautionnement, c'est que c'est une pratique qui est bien légale, mais qui ne lie pas le juge d'instruction. Malgré le cautionnement, le juge revient à une procédure classique pour regarder est-ce que le cautionnement, est-ce que si je libère la personne, je n'aurai pas de difficultés pour mon enquête. Donc le cautionnement, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui cautionnent, le juge décide de les garder en détention, et d'autres qui cautionnent, le juge décide de les laisser partir. Le juge d'instruction apprécie souverainement quel effet, en tout cas libératoire du point de vue privatif de liberté, il va accorder au cautionnement. Donc c'est une appréciation souveraine du juge d'instruction relativement aux effets du cautionnement. Donc vous pouvez cautionner être nanti d'une liberté provisoire, vous pouvez cautionner ne pas être nanti d'une liberté provisoire, mais le cautionnement doit correspondre au montant que l'on reproche à l'agent public. Alors aujourd'hui, la question sur la place publique, c'est notamment la préservation des ressources, de nos biens publics. Par rapport à ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le cadre de la reddition des comptes, à ce niveau également, quelles leçons l'enseignant que vous êtes doit en retenir? Je pense qu'affirmer comme principe que toute personne qui gère des deniers publics doit rendre des comptes
nul ne peut être contre ce principe-là. Je pense qu'il faut définitivement que la reddition des comptes soit ancrée dans les pratiques des administrations publiques en général. Et je pense que c'est l'un des défis fondamentaux que ce nouveau régime doit chercher à gagner. C'est-à-dire mettre en place des systèmes et des mécanismes de reddition systématique des comptes. Il y a eu beaucoup de comportements en marge de la loi illégaux relativement à la tenue des deniers publics. Je pense que l'occasion est donnée actuellement pour avoir définitivement des règles qui organisent, qui sanctionnent la mauvaise gestion des deniers publics. Passer le temps des politiques, oui, le dialogue à l'honneur avec justement le dialogue national dont l'invite a été faite par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. Le facilitateur national a été choisi en la personne de Dr Cheikh Gueye. Justement, quels sont les enjeux de ce dialogue? Je pense que l'espace politique est assez clivé. Il y a une césure. Les acteurs ne se parlent pas. Je pense que ce dialogue est de bon augure parce qu'il va permettre aux acteurs de se parler. J'inviterai les acteurs à y aller. Le médiateur, le facilitateur que je connais un peu est quelqu'un qui saura mettre tout le monde à l'aise pour que les gens y aillent. La question de qu'est-ce qu'on fera des recommandations de ces assises, c'est une autre question, mais il faut être présent là où les choses se passent pour pouvoir influer sur les choses. En étant absent, on pourra toujours se reprocher de n'avoir pas pu influer. Et je pense que c'est une occasion qui est laissée à tous les acteurs de faire les recommandations qu'ils souhaitent. À charge maintenant pour l'État du Sénégal, le président de la République, de voir qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre, quand est-ce qu'il va le mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il lui faut pour mettre en œuvre. Mais moi, j'aurais été de l'opposition, j'aurais été de la mouvance présidentielle, j'aurais été un acteur politique que j'irais à ce dialogue pour donner mon point de vue. Alors, oui, vous-même, vous avez été rapporteur entre-temps des assises nationales. En un mot, oui, le temps des réformes passé, c'est le temps de l'action. Qu'attendons-nous comme réforme au plus vite pour rendre cette justice beaucoup plus autonome, efficace et justement à l'écoute du peuple? Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Je ne pourrais pas en dire plus, mais un travail qui est en train d'être fait sur les conclusions des assises. Et je pense que d'ici quelque temps, les premières conclusions et les premières mesures très concrètes issues des assises seront prises. Maintenant, il ne faut pas penser que les assises de la justice ont la solution à tout. Le mal est circonscrit, il est compris, il est diagnostiqué. Maintenant, il faut énormément de moyens pour mettre en œuvre. Le président de la République, lorsqu'il recevait le rapport, avait dit qu'il allait voir comment, dans les meilleurs délais, mettre en œuvre les recommandations sans incidence financière. Il faut aller vers cette voie-là, en mettant en œuvre les recommandations sans incidence financière. Le reste, vu le contexte financier et économique du pays, peut-être qu'il faudrait faire des arbitrages, mais il y a un gros travail d'expertise qui a été fait sur la justice, qui a été assez inclusif, et je pense que ce travail va commencer d'ici quelque temps à avoir ses premiers fruits issus de ces recommandations qui vont... En tout cas, il y a un travail de l'ombre qui est en train d'être fait et qui devrait être rendu public d'ici quelque temps. Jean-Luc Correa, merci. C'est moi qui vous remercie. Le débat est en cours, devoir d'explication, devoir d'éclairage avec l'enseignant que vous êtes, pour rappeler que vous êtes professeur agrégé de droit, vice-recteur de l'université Cheikh Hamidou Kane. Vous êtes également rapporteur du comité scientifique des assises nationales de la justice. Oui, le débat continue sur une justice dont le juge n'est plus interprète, mais juge de la loi.
avec cette décision du Conseil constitutionnel, mais un autre débat sur démocratie, une démocratie en péril déprétoire, dit-on, mais le droit contre la démocratie fissure entre les juges et la démocratie. C'est tout un autre débat, une autre émission. On aura la possibilité de revenir sur ces thématiques en cours, des thématiques à enjeu par rapport à une société en pleine mutation. Ça a été un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. À présent, place à El Hadj Malick Ndiaye et son invité, toujours dans le cadre d'éclairage, mais cette fois-ci en langue nationale. Au revoir. Vous êtes sur la 98.5, vous avez raison, restez-y avec Sen Radio. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé